Écran.fr, le podcast. Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Twitter et des faux comptes, des gens qui font des blagues avec des faux noms, voilà, qui prennent on en parlera. Adopi, évidemment, hein, on n'y coupe pas, il y a encore des nouvelles, on va parler d'Adopi, de Free, des Labs, de ce genre de choses. Le chronophage, la minute même, les conséquences ne seront plus jamais les mêmes après. The Social Network, la sortie de la semaine sur Facebook, l'histoire de Facebook et de Mark Zuckerberg, en film par David Fincher. Et ensuite, on continuera sur le sujet Facebook avec des nouvelles fonctionnalités, des choses mieux, des choses moins bien. Enfin, on est habitué avec Facebook et on finira par le trailer, évidemment. Et je commence en accueillant l'équipe d'Écran.fr. Alexandre Hervaux, bonjour Alex. Bonjour à tous. Et Camille Gévaudan, bonjour Camille. Bonjour. Évidemment, c'est la deuxième fois déjà que je dis évidemment, je vais essayer de m'améliorer. On commence avec l'internet bullshit et là, on va taper au sommet directement. Hein. On avait eu Frédéric Lefebvre, on avait eu Nadine Morano, mais là on passe au chef. On passe au chef direct. C'était le 7 octobre, c'était à l'occasion de l'inauguration du site Ciné-Lycée qui permet aux lycéens de voir des films d'art et d'essai, enfin des vieux films. Et il y avait le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui s'est exprimé à propos de ce que vous savez. Si on laisse le pillage que représente le piratage prospérer, je vous le dis comme je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de disques, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus de création. Ouais. Alors, C'était en vitesse normale là, tu l'as pas. Oui, non, d'accord, okay. C'était en vitesse normale. Parce que j'avais pas encore écouté et ça. Ouais. Et on a le bullshit de l'année. C'est même pas la peine de faire un vote à la fin de cette année. Ouais, voilà, c'est très très difficile de commenter ce genre de choses. On va rappeler quelques évidences, encore une fois. Le fait de télécharger illégalement, ce n'est pas du pillage, ce n'est pas du vol, c'est de la contrefaçon. Hein, c'est de la copie, voilà. C'est de la copie. La copie, ce n'est pas du vol, ça se saurait. Et ensuite, voilà. Les comptes vont très bien au niveau du box-office, etc. Voilà, le cinéma se porte très bien. On en a parlé il y a 2 semaines, hein, qu'on bat des records sur records en fréquentation des salles. Alors que 400 000 films, 450 000, des millions de films sont téléchargés tous les jours. Que dire La VOD prend très bien. La VOD prend très bien. Et d'ailleurs, à le moment où on enregistre, j'ai pas exactement regardé dans les détails, mais Frédéric Mitterrand, dans le cadre du lancement du site inaglobal.fr, a annoncé de fortes initiatives en matière de VOD française, avec une plateforme et des milliers de films. Donc en plus, ça se développe. Tant mieux d'ailleurs. Voilà, donc je ne suis pas le seul à le penser, bah oui, mais c'est malheureux, ce serait bien s'il était tout seul sur le coup. C'est un peu compliqué quoi, face à ce genre de phrases définitives qui ne veulent rien dire et surtout qui ne sont pas basées sur des faits. On a des vérités comme ça qui sortent de nulle part. Voilà, c'était Nicolas Sarkozy le 7 octobre dernier. On a effectivement le bullshit de l'année 2010. Bravo, nos félicitations au président. Les faux comptes Twitter, alors ils nous font marrer la plupart du temps, que ce soit Bettencourt, que ce soit TeamSite, que ce soit Robert Hu, enfin voilà, il y en a plein, et ce ne sont pas les vrais gens derrière. Pas toujours. Alors ils nous font marrer nous internautes, mais pas forcément les personnes intéressées évidemment, hein, celles dont on a usurpé l'identité. On avait fait une double page dans l'IB la semaine dernière avec Andrea, un papier sur les faux comptes Twitter, les fakes. Il y a plusieurs, en fait, on est parti du constat qu'il y avait évidemment beaucoup de faux comptes qui nous émaraient, avec une volonté claire et affichée de se foutre de la gueule des gens, mais pas forcément, en tout cas, par l'ironie, le détournement, d'être assez... Voilà, on va rappeler juste très très rapidement, donc on va pas faire la définition de Twitter, donc c'est le système de microblogging, c'est-à-dire on poste des messages de 140 caractères, et surtout, contrairement à Facebook, on n'a pas d'identité, voilà, on doit pas mettre son nom, son prénom, on a juste un pseudo et donc on peut mettre son nom, son prénom, hein, mais disons que c'est l'anonymat, enfin pas l'anonymat, mais autant sur Facebook pratiquement personne ne met un autre nom ou très rarement, autant là sur Twitter le bon vieux côté du pseudo à l'ancienne qu'on a sur les forums marche à fond quoi. Voilà, et c'est pour ça que du coup ça peut être détourné avec n'est-ce des pas gens commis.
N'est-ce pas, Alex Cerveau, patron? Bref. Et donc, on a fait un papier sur ça. Et ce qui était assez intéressant, c'est que. Et on a essayé d'avoir des réactions de personnes qui tiennent ces comptes-là et qui, évidemment, pour la plupart, souhaitent rester anonymes. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'exemple de Liliane Bettencourt. Il y a un super compte qui est né sur les cendres, enfin, c'est pas vraiment les cendres, mais on va dire des conséquences de l'affaire Verse Bettencourt, qui est donc créé depuis plusieurs mois, qui s'appelle @LilianeOubli. Donc, vous pouvez aller sur twitter.com/LilianeOubli. Et il y a Mamie Bettencourt qui, voilà, de temps à autre, tweet des petits messages du style oh, j'ai retrouvé ma comptabilité sur Wikileaks, ça fait tout drôle. Ouais. Ce genre de conneries. Et alors, j'ai envoyé un petit mail sans trop y croire, mais d'abord par message privé sur Twitter, ensuite par mail, etc., à la personne qui tient le compte. Et ce qui est très drôle, c'est que la personne en question tient, on va dire, le rôle jusque dans les échanges privés. Hein. Première prise de contact. Coucou Alex, tu me demandes de te contacter, alors je te contacte. François-Marie m'avait demandé 1 milliard et je me suis exécuté. Globalement, je suis assez conciliante. Bisous. Voilà, donc c'était un beau petit démarrage comme ça du contact. Alors après, on avait pu apprendre que derrière ce compte-là se tient un étudiant de 20 ans qui dit être actuellement dans l'école qui a formé Eric Woerth. Hein. Donc il a plusieurs écoles dans son parcours, donc je vous laisse aller voir ça sur Internet. Ce qui prouve que l'on sait y respecter les anciens élèves, rajoute-t-il un peu pince sans rire. Alors là, l'idée du compte, c'est vraiment de se marrer. Le gars, il explique qu'il s'ennuie un petit peu, qu'il avait envie de déconner sur ça, donc il a créé son faux compte-là. Et des fois, il y a des raisons qui sont, on va dire, plus... idéologique. On peut penser par exemple, tu parlais tout à l'heure du faux compte Robert du faux compte Tipsite. Là, c'est un blogueur qui est derrière tout ça, qui s'appelle David et qui a vraiment envie de tester un petit peu jusqu'où peut aller la naïveté des gens, la crédulité. Et ce qui est marrant, c'est que Timsit, Robert Rue, Vanessa Demouy, c'est en fait un seul et même faux compte Twitter, enfin vrai compte Twitter, qui a changé d'avatar, de nom, etc. Ce qui fait qu'il y a des gens qui suivaient Vanessa Demouy, l'actrice de Classe Mannequin, et qui du jour au lendemain, se sont retrouvés avec le compte de Robert Rue, mais sans vraiment faire attention qu'ils avaient jamais followé, s'étaient jamais abonnés au profil de Robert Rue, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, ce qui m'expliquait, c'est qu'il essayait de rompre un peu leur image habituelle avec les clichés. Donc Robert Rue, il en a fait un énorme geek qui parlait de plateforme Joomla et qui a demandé, il y a même des internautes sur les conseils, enfin Robert Rue, le faux Robert Rue tweet sur son site, le mouvement unitaire de je sais plus quoi, hein, parce qu'il est plus au Parti communiste, et il y a des internautes qui lui ont pondu des synthèses sur les améliorations possibles à faire sur son site, alors la bannière comme ci, le truc comme ça, assez incroyable. Donc les gens vraiment qui y croient. Et ce qui est assez drôle, drôle et triste à la fois, c'est même plutôt triste en fait, c'est que suite à l'apparition du papier dans Libération, le dernier faux compte en question de cette série, Vanessa Demouy, Robert Rue, Patrick Timsit, qui avait réussi à berner le site du Journal du Dimanche et Europe 1, le compte Patrick Timsit a été supprimé par David, justement, qui craignait que l'exposition, qu'on ait un petit peu l'attention qu'on a portée sur le faux compte, lui vaille des problèmes. Il a dit, je cite, selon la loi Lopsi, je peux prendre cher pour ce genre de truc. La fameuse loi Lopsi. Oui. Donc, il l'a supprimé. Je vous dirai pas quels autres comptes il a ouverts. On va dire Sylvain Mirouf, par exemple, qui d'ailleurs, c'est le vrai Sylvain Mirouf, est ensuite arrivé sur Twitter en disant, mais j'ai pas le temps de tweeter, hein, ce n'est pas moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, voilà. Donc, du coup, ça reste. Là, on part sur l'autre caractéristique ou l'autre définition des faux comptes Twitter. C'est toujours difficile à faire. Ça peut aller dans la parodie quand c'est clairement affiché comme tel, et là du coup Twitter laisse carte blanche, les mains libres aux faux comptes en question à partir du moment où ils disent bien ceci est une parodie, faut qu'il y ait fake par exemple dans l'identifiant du compte. Mais des fois, et c'était le cas justement avec Timsit, il y a vraiment un jeu de on va perdre l'internaute, on va lui faire croire que, et là ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est ce qui avait permis par exemple au Parti Socialiste, en appelant Twitter aux États-Unis, de faire sucrer un compte Martine Aubry qui n'était pas présenté comme fake et qui avait pourtant réussi à berner par exemple l'AFP, qui dans une dépêche qui avait été corrigée 30 minutes plus tard, mais le mal était fait, dépêche sur la victoire au régional pendant les élections, et ils concluent leur dépêche en disant, et sur Twitter Martine Aubry il va de sa petite phrase enjouée, ah, super, la patate! Comme si la mère de Lille... Merci à tous, la patate. Comme si la mère de Lille avait pu tweeter un truc pareil, quoi. Il y a un cas équivalent avec Lionel Jospin aussi. Ouais, Lionel Jospin qui a son faux compte, Nadine Morano, Frédéric Lefebvre... Ah non, c'est un vrai Frédéric Lefebvre. On aurait pu croire. Twitter, à l'époque, avait une fonctionnalité de compte vérifié pour... Qu'est-ce ça existe plus, c'est ça? Justement, ce qui était l'ironie de l'histoire, c'est qu'alors qu'on commençait la rédaction de cette double page et que Andrea Fradin travaillait sur la notion de compte vérifié,
on le rappelle, c'est une espèce de petite pastille qui s'affiche sur l'avatar, sur le profil des gens sur Twitter, qui permet à des gens comme Barack Obama, etc., de se dire c'est un vrai compte. Ouais. Et cette initiative-là a été mise en suspens pour l'instant. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. En fait, c'était vraiment ils sont débordés et ils sont pas extrêmement nombreux non plus. Et du coup, ils ont mis en suspens cette façon-là de se faire vérifier les comptes. Et c'était quand même un petit peu anarchique. Pour les Français, le meilleur moyen, c'était un piston de Rick Lummer, le patron de Sismic, le Français qui vit aux États-Unis et qui connaît bien, vu que Sismic est devenu un client Twitter, une plateforme. C'est lui qui faisait un peu le relais. Oui, parce qu'il n'y avait aucun formulaire de demande officielle. Il fallait prendre contact par des moyens détournés avec eux. Et puis, il fallait, un peu après, il y a plein de raisons, genre scanner sa carte d'identité, plein de trucs comme ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais a priori, ils vont arriver à avoir un système beaucoup plus simple dans les mois qui viennent. Alors, le point assez marrant, on va en finir avec ces faux comptes Twitter, c'est qu'il y a une espèce de loi Darwin du faux compte Twitter, c'est que finalement on crée un faux compte, c'est très simple, il suffit de créer un identifiant, on met des underscores ou des tirets là où il faut, enfin voilà, et c'est très facile, sauf que finalement les faux comptes Twitter, il y en a sans doute des milliers et des milliers qu'on ne connaît pas parce que c'est tenu par des gens sans talent, et en fait ceux qui sortent du lot, c'est tenu parce que faire de l'humour en 140 caractères, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est un peu genre le haïku, etc. C'est hyper. Et ce qui est marrant, c'est que dans le cas, par exemple, de Liliane Oubli, je parlais de l'étudiant anonyme, etc. C'est vraiment pour la beauté du geste, quoi. Il cherche pas la gloire, on sait pas son vrai nom, ça lui servira jamais, sans doute dans sa vie, il mettra pas ça sur un CV, etc. Sauf s'il veut être, je sais pas moi, écrivain ou journaliste. Mais en tout cas, c'est vraiment juste pour la déconnade, voilà. Sans avoir une mise en avant, ce qui est très rare sur Twitter, où c'est quand même un petit peu le monde de l'ego et du concours de bits à longueur de journée, quoi. Et c'est ça qui est marrant, et c'est pour ça qu'on aime bien ce genre de compte. Exactement. Hein. On va passer rapidement, on vous en fait toutes les semaines, mais il faut se tenir à jour, parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc Adopi, l'épisode de cette semaine dans Adopi, Previously dans Adopi, non, cette semaine dans Adopi, il y a Free notamment. Oui, alors Free, la semaine dernière, avait fait son malin en refusant d'envoyer les mails d'avertissement. Et ce qui est marrant depuis la semaine dernière, c'est tout l'espèce de petit bazar qui commence à se mettre en place autour d'eux. Donc il y a les soutiens, il y a ceux qui leur tapent dessus. Donc du côté des soutiens, on a eu Nicolas Dupont-Aignan qui est sorti, on ne sait pas trop d'où d'un coup, en leur disant que ils saluaient leur initiative extrêmement intelligente et ils appelaient tout le monde à boycotter Free et que si on voulait s'opposer à la loi Adopi, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait voter contre les gens qui l'ont fait. Il fallait choisir des fournisseurs d'accès qui refusaient de l'appliquer. Donc, et résultat, il y en a qui n'ont pas trop aimé, notamment les concurrents. Et résultat, ça a commencé à énerver les concurrents, notamment Numéricable, qui lui a gentiment obéi et a envoyé ses mails. Et donc, ça c'est la Tribune qui a révélé qu'ils avaient envoyé une demande pour saisir les autorités compétentes s'il s'avérait que certains opérateurs freinaient les opérations de l'Adopi. Et donc Numéricable, ils les ont dénoncés en demandant à ce qu'on fasse quelque chose contre eux. On rappelle quand même que Free n'est pas dans l'opposition absolue, c'est-à-dire qu'ils sont légalistes, ils se sont servis d'un petit point, d'une petite absence d'une convention non signée pour refuser d'envoyer les mails. Ils sont dans leurs droits a priori, voilà. D'après eux. Ils sont en discussion, c'est-à-dire que Free n'est pas là en train de dire jamais nous n'enverrons de mail. Et ça donne une guerre très rigolote entre l'Adopi et le ministère de la Culture qui disent que Free est dans une contradiction légale flagrante et Free qui dit que justement ce sont eux qui respectent la loi puisqu'ils attendent la convention qui est prévue par un décret depuis 6 mois. Ce qui est étonnant, c'est l'aspect marketing de cette solution est complètement dingue. C'est-à-dire que Free s'est acheté une image de chevalier blanc à peu de frais dans cette semaine. Et alors moi, je sais pas de votre côté, mais moi j'ai déjà croisé 3 personnes qui m'ont parlé de ça. Ah ouais, non mais il faut aller chez Free, eux ils sont pas à voir par Adopi. Ça leur fait une geek credibility bien mieux que Rodolphe qui fait du kung-fu dans sa cuisine, quoi. Oui, non, mais c'est incroyable, quoi. Ils ont vraiment réussi leur coup là-dessus. Ouais. Oui, et du coup leur slogan il a Free, il a tout compris est repris par tous les internautes qui ricanent en disant on a Free, on a tout compris parce qu'on n'aura pas nos emails. Bien joué sur le coup. Pour l'instant. Il y avait d'autres choses, on vous en avait parlé la semaine dernière, il y avait une conférence de presse au moment de l'enregistrement du dernier podcast, c'était sur les labs. Donc en fait Adopi qui réfléchit à ce qu'est Internet avec, on va pas vous le refaire, hein, je l'ai pas réimprimé avec le système solaire autour d'Internet. Enfin, bref, on a su un peu plus sur les labs. Ouais, alors en fait les labs ça regroupe un peu de tout, notamment tout ce qui n'a pas encore été fait et qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est-à-dire la réflexion sur les offres légales, la réflexion sur les moyens de sécurisation. Donc sur ces 2 points on n'en est nulle part.
Ils vont lancer des appels d'offres pour faire des portails sur lesquels il y aura des cahiers des charges de réflexion. Bref. Voilà, ils vont faire des appels d'offres pour concevoir le cahier des charges qui va permettre d'aboutir à éventuellement un site un jour. Mais là, on parle de 2011, notamment sur les moyens de sécurisation et ce genre de choses. Voilà, donc ils ont confirmé, ils ont assumé. C'est pas pour tout de suite du tout. Il faudra au moins 8 mois avant qu'il y ait un site sur lequel on pourra commencer à avoir des infos. Ce qui est drôle, c'est que sur les labs, ils cherchent évidemment à recruter des experts, des gens sur Internet. Et là, il y a déjà une vague de gens qui disent hors de question, nous ne participerons pas aux labs. Notamment, il y a un article de PC Impact. Pourquoi nous refusons d'entrer dans les labs? Parce que alors, Adopi cherche à droite à gauche dans des contacts informels avec des blogueurs, avec des gens qui se sont opposés frontalement à Adopi, de les recruter pour bosser, je crois, 4 jours par mois, rémunérés. Donc, autant dire que peut-être certains blogueurs vont se faire avoir, entre guillemets, là-dessus. On verra, la liste sera publiée dans quelques semaines. Et ils ont un système très, très élaboré. C'est une espèce de plateforme wiki qu'ils veulent mettre en place, en fait, pour les réflexions avec des chefs de projet, des rédacteurs, des relecteurs, des contributeurs internautes anonymes et dont les gens se valident entre eux pour entrer dans le système. Enfin, on vous a appris, étant petit, qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Eh bien, non, c'est l'inverse. On le voit avec cette loi et ce système Adopi où ils agissent et ils réfléchissent ensuite. Dernière petite chose. Alors voilà, on vous fait, c'est le résumé de la semaine. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur nos articles sur écran.fr. Dernière petite chose un peu marrante. Il n'y aura plus de musique si le pillage continue. N'empêche qu'il y a des musiciens, eux, qui ne pensent pas exactement la même chose. Ouais, c'est pas le premier à déclarer un peu son opposition à la loi, mais le rappeur Oxmo Puccino, qu'on connaît bien pour différents tubes genre Mamma Lova et autres joyeusetés rap françaises, il s'est livré au Nouvel Obs, en fait, un peu pour faire sa promo à lui aussi, évidemment, parce qu'il a plusieurs actus, mais où il revient un petit peu en fait sur tout ce qui l'anime en tant que geek. C'est un mec qui est assez branché logiciel libre, jeux vidéo, etc. Et il s'est exprimé sur la loi Adopi en déclarant qu'il trouvait ça assez représentatif de l'étendue du déni et de l'ignorance de pas mal d'artistes qui n'avaient pas forcément compris qu'en voulant sauver un peu leur précaré, ils allaient complètement chambouler un écosystème et porter préjudice aux internautes d'une manière ou d'une autre. Il dit que l'idée même d'Adopi est stupide. Aller punir quelqu'un parce qu'il télécharge, mais pourquoi ne vont-ils pas arrêter les responsables de Mega Upload, RapidShare et compagnie? Tout le monde est coupable. De plus, Adopi reste une loi française face à un réseau virtuel mondial. Voilà, il y a quand même des gens qui font de la musique, qui comprennent un peu de quoi ils parlent là-dessus. Ça fait plaisir. Dernier point, on a commencé à parler, oui, c'est un peu... Il y en a, toutes les semaines, en 7 jours, c'est dingue ce qui se passe. On commence à avoir des indications sur le prix que pourrait payer l'État aux fournisseurs d'accès pour identifier les adresses IP. Bah oui, parce que les ayants droit récoltent des adresses IP sur Internet et après il faut faire le lien avec les abonnés et tout ça. Et c'est 65 centimes d'euros par abonné, sachant que les ayants droit, alors ça c'était avant l'envoi de quelques centaines de mails, les ayants droit avaient prévu de demander l'identification de 150 000 adresses par jour. Autant vous dire que le budget de 12 millions d'euros par an de l'Adopi est prévu pour... Là, il va exploser complètement. On en saura plus sans doute dans quelques jours, voilà. Mais s'il continue à faire 300 emails envoyés à la main par semaine, ça devrait aller. Ouais, là ça devrait aller. Ne nous manquons pas. Ne nous manquons pas. Et prochain épisode la semaine prochaine. Surtout suivez bien, prenez des notes. Le chronophage de la semaine, on n'en a pas encore fait. C'est un escape room. La musique fait très Sims en fait. Exact. Ah oui, la musique toute seule, oui, c'est très Sims. C'est la première fois que je vois ça sans les images et je vois les Sims derrière. Ah oui. Le petit diamant vert. Ça donne envie de danser un peu dans l'herbe en tout cas, je trouve. C'est sympa. Voilà, et c'est un escape room, c'est la première fois qu'on parle d'un escape room et on a vraiment flashé dessus parce que c'est un créateur qu'on connaissait pas du tout, il est japonais, il s'appelle Petit Hima, alors je sais pas comment on dit en japonais mais ça sonne très européen en tout cas avec le petit au début et il fait des escapes très jolis. Avec un graphisme qui est presque comme Neutral ou les studios comme ça qui ont fait RGB, Lights et tout ça.
Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont super simples. Donc c'est vraiment la première fois que j'y arrive jusqu'au bout sans lire un seul indice et sans regarder la solution sur un autre site. Alors on rappelle, les escape rooms, c'est des dérivés du système de jeux vidéo point and click où en fait le but est de sortir d'une pièce. C'est un but commun à tous les escape rooms, sortir d'un lieu en tout cas. Et donc il faut récolter des indices, entrer des codes, cliquer au bon endroit, mélanger tout ce qu'il faut bien et on arrive à s'en sortir. On s'en sort mieux avec l'expérience parce qu'il faut quand même une certaine gymnastique intellectuelle pour penser à débrancher les prises pour les rebrancher ailleurs ou fouiller au fond des poubelles pour récupérer des objets parce que bien entendu il y aura une clé au fond. Enfin tout ça c'est des mécanismes qu'on acquiert, mais une fois qu'on en a fait un petit nombre, celui-là paraît super facile. En plus on a toute la pièce devant soi d'emblée, il n'y a pas besoin de tourner, de se rappeler ce qu'il y avait de l'autre côté de la pièce et tout. Et c'est vraiment très agréable à jouer, ça se fait en 10 minutes et il en a toute une petite série comme ça, il en a une dizaine, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Celui-là s'appelle Chuck Mint par donc Petit Ma, à retrouver dans la rubrique chronophage d'écran.fr. Voilà, Consequences will never be the same. Les conséquences ne seront plus jamais les mêmes. On va vous parler de Jesse Slaughter, donc un mème qui date de début juillet 2010. L'histoire, c'est assez emblématique en fait des mèmes, avec ce petit côté parfois un peu malsain, un peu glauque, un peu fait divers, un peu glauque, un peu fait divers qui peut caractériser, qui est dérivé. Ça commence le 10 juillet. Le 10 juillet, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe sur le site Sticky Drama, qui est un site d'ados, une espèce de réseau social d'adolescents aux États-Unis. Une certaine Jesse Slaughter, donc, se fight dans les commentaires à propos du chanteur. D'un groupe. Voilà, elle est fan d'un groupe, et puis il y a une histoire autour d'un chanteur. Et en fait, Jesse Slaughter tourne des vidéos. Et en fait, elle s'en prend à tous les gens qui la détestent sur Sticky Drama et ça donne ça. You guys are bitches, you know what? You don't faze me. I'm just doing this just so you can tell. I read the comments, I read the messages, I reply to them, but you know what? I don't give a fuck. I'm happy with my life, okay? And if you can't, realize that and stop hating, then you know what? I'll pop a Glock in your mouth and make a brain slushy. Okay? Voilà, donc on voit. Elle a quel âge déjà ? Elle a 11 ans à l'époque. Elle a 11 ans. Jessie Slaughter a 11 ans. Elle veut foutre un flingue dans la bouche de ses détracteurs et leur faire exploser la cervelle. I don't give a fuck. Enfin bon, elle a un vocabulaire assez fleuri, on va dire. Mais bon, ça reste une gamine de 11 ans qui fait la conne sur YouTube. Mais elle est pas conne, c'est les autres qui sont cons. Elle, c'est la plus belle et tout le monde est jaloux de toute façon. Voilà. C'est ce qu'elle explique en gros. C'est ce qu'elle explique en gros. Le problème, c'est que ça, c'était le 13 juillet. Donc, le 10 juillet, fight sur Sticky Drama. Le 13 juillet, vidéo. Et le 13 juillet, ça atterrit dans un lieu dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle 4chan. Et là, c'est le début de la misère, parce que tout le monde se fout de sa gueule. Et sur 4chan, ils font pas dans la légèreté généralement. Donc, il suffit de quelques mots-clés pour retrouver le profil Facebook, pour retrouver l'adresse, pour retrouver le compte mail, l'ordinateur familial, etc. Et ils se font harcelé par 4chan, mais 4chan, c'est personne, c'est une nébuleuse, on ne sait pas qui, c'est des gens qui utilisent... Enfin voilà, on peut pas accuser 4chan parce que voilà, c'est quelques utilisateurs à droite, à gauche. Et là, le père de Jesse Slaughter s'énerve dans une vidéo et c'est ce qui va contribuer à faire le même. La légende. Alors, les sous-titres, pour ceux qui regardent le podcast en version vidéo, la vidéo est sous-titrée. On précise quand même que les sous-titres sont faits par Mad Dog qui écrit dans le post.fr. Voilà, le père s'énerve. And I know who it's coming from because I backtraced it. And I know who's emailing and who's doing it. And you've been reported to the cyber police and the state police. So you better write one more thing or screw with my computer again. You'll be arrested. End of conversation from her father. You're right, fucking gonna come and beat her ass. And if you come near my daughter, guess what? Consequences will never be the same. You lying bunch of pricks. Voilà. Papa Slaughter est très 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 énervé. Comment dire Alors le nombre de perles dans cette intervention qu'on voit, alors c'est le père qui est à genoux parce qu'il se met à la hauteur de la caméra. En plus, et donc il la
traced you, il a tracé les mails, il va appeler la cyberpolice, les conséquences ne seront plus jamais les mêmes. Enfin voilà, donc une série d'expressions complètement dingues. You done goofed. Et là, alors... Et surtout cette crédibilité en disant qu'il sait exactement qui l'a fait et qu'il a les adresses IP. Et c'est pour ça qu'il fait une vidéo sur YouTube pour s'adresser à des millions d'utilisateurs parce qu'il sait exactement qui c'est. Alors c'est là où justement l'aspect même est intéressant parce qu'on a d'un côté quelque chose qui relève quand même du harcèlement et voilà qui est pas sympa. D'ailleurs Gawker, Adrian Chen qui est un journaliste à Gawker, Gawker.com, c'est un des grands sites américains qui suit toutes les tendances, tout ce qui se passe sur Internet. Adrian Chen a fait un article et qui a fait des règles et en fait il dit notamment n'emmerdez pas les gamines de 11 ans, sérieusement, peu importe qu'elles semblent idiotes, peu importe qu'elles le méritent ou non, à la fin de la journée elles resteront des gamines de 11 ans, vous ne feriez pas pleurer une enfant de 11 ans dans la vraie vie, pourquoi le faire sur Internet? Donc voilà, ça pose ces questions-là, évidemment. Gawker s'est fait attaquer, ils ont résisté. Enfin, il y a eu toute une histoire. Et du coup, 4chan est devenu gentil l'espace d'un jour. 4chan, parce que c'est arrivé à la télévision. Il y a eu une émission consacrée à cette affaire. 4chan a fait une nouvelle série de règles toutes gentillettes pour duper un peu les gens qui seraient arrivés après cette émission. Enfin voilà, et ça a donné les consequences will never be the same. C'était ça. Là, ça a explosé en termes de détournement. Voilà. On a le droit de se moquer des pères qui disent des phrases qui veulent rien dire. Là, on a plus le droit. À la fin de la journée, ça reste qu'un vieux clodo. Voilà. Alors, on vous rassure, Jessie Slaughter a recommencé à faire des vidéos et elle a pas l'air totalement traumatisée par cette histoire-là. I'm back, bitches. Voilà, elle est un peu restée. Un jour, on vous parlera de Boxy. Ça ressemble un peu à cette histoire. Alors, on écoute quand même, parce que c'est la minute même, la version chantée. This is from her father. You bunch of lying no good punks, and I know who it's coming from because I've back-traced it, and you've been reported to the cyber police because I've back-traced it. Consequences will never be the same because I've back-traced it, and you've been reported. Alors, je ne sais pas quoi dire, on a fait tout, hein. Pourtant on a réglé l'horloge pour que je puisse lire et puis on est déjà complètement à la bourre. C'est pas grave. Parlons vite, parlons bien. Cette fois-ci on parle de la sortie cinéma de la semaine et on en parle sur le podcast écran.fr parce que évidemment ça parle de Facebook. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. 22 000 clics, oh mon dieu. Oui, c'est la sortie de The Social Network, enfin, en France, le film de David Fincher, écrit par Aaron Sorkin. On en a déjà parlé pas mal de temps, pas mal de fois, ici, dans le podcast, sur écran.fr. Et je vous invite à lire sur écran le papier paru dans Libération sur le film, avec la critique et les interviews qu'ont fait Philippe Azouri et Fabrice Rousselot. C'est très très bien, ça s'appelle Tragédie geek en plus, ce que je trouve assez génial comme titre, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu tragédie grecque, mélodrame sur la fin. Le film est vraiment pas mal, il faut le dire. Après, pour tous ceux qui connaissent bien l'histoire de Facebook, qui suivent un petit peu, voilà, bon, ce sera pas forcément surprenant en termes d'histoire, évidemment, vu qu'on la connaît. Et en même temps, il faut pas s'attendre à un film sur Facebook, comment est né le poke. C'est pas ça, hein. C'est juste, voilà, une histoire vraiment humaine, d'amitié, de trahison, avec tout ce que ça comporte de vécu, et en même temps comment un phénomène mondial commence à naître avec toutes ces bisbilles sur la création de Facebook. Est-ce que Mark Zuckerberg a piqué l'idée aux jumeaux Winklevoss, des milliardaires qui étaient avec lui à Harvard à la fac? Est-ce qu'il a vraiment filé un coup de poignard dans le dos à son copain Eduardo Saverin qui avait financé les débuts de Facebook? Bref, ces questions-là, je vais pas vous spoiler le film, mais je vous dis tout de suite, on n'aura pas vraiment la réponse dans le film parce que Aaron Sorkin, le scénariste, n'a pas voulu prendre vraiment position. Il aurait bien eu du mal parce qu'en plus, le film se fait déjà quand même un petit peu attaquer à droite à gauche aux États-Unis et en France aussi sur la véracité des faits, etc. On avait parlé du bouquin original sur écran qui a inspiré le film, le scénario. Ça s'appelle The Accidental Billionaires, les milliardaires accidentels. C'est un bouquin de Ben Mesrick qui est assez difficile à lire, enfin pas difficile
en termes compliqués, pas très bon, un peu Ouais. chiant et très très romancé, etc. Et Zuckerberg déteste le bouquin, il dit que c'est de la pure fiction. Donc, mais il faut vraiment voir le film en ayant un petit peu enlevé tout ce genre d'a priori. C'est un film que tu conseilles. Déjà, c'est du Fincher. Hein. C'est du Fincher, faut quand même le rappeler. et les acteurs sont très bien, même ceux qu'on n'attendait pas forcément, même si c'est pas son premier film, et Justin Timberlake. Bah, d'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus. On va profiter de ça pour passer ton interview qui est déjà culte. Justin, talking about your acting career, could you tell me what was the most difficult to do, reading Aaron Sorkin's screenplay in front of David Fincher's camera or playing in your underwear in front of Mike Myers? They both have their difficulties, I would say. Okay. They're both psychologically damaging. Really? I believe you. Merci, c'est fini. Non, comme j'expliquais dans l'article sur écran, je n'ai pas posé que cette question-là à Justin Timberlake. J'en ai posé au moins 3 autres. Faut pas déconner. C'est un junket, c'est infernal, ça n'a aucun intérêt. Mais c'était donc une question sur le Love Guru. Petite référence à ce nanar avec Mike Myers dans lequel il jouait un Québécois. Pour continuer sur Facebook, comme d'habitude, Facebook améliore, dans son vocabulaire en tout cas c'est ça, ses fonctionnalités. Et donc il y en a eu une nouvelle livraison cette fois-ci, et cette fois-ci elles sont pas que négatives. Oui, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors dans le bon, ils ont fait un nouveau tableau de bord qui permet de contrôler ce que font les applications qu'on a autorisées sur le réseau. Parce que par défaut, quand on autorise une application à accéder à son profil, elle a accès à toutes les informations. C'est-à-dire que Farmville a accès à vos photos, ce qui est hyper utile. Même celles dont elles n'ont absolument pas besoin, sexualité, opinion politique, ville de naissance, enfin... Tout ça pour planter des graines. Voilà. Voilà. Et donc, avec ce tableau de bord, on pourra voir d'abord quelle application a accès à quelle information. Et ensuite, en tout cas, c'est ce qu'on nous promet, on pourra leur interdire l'accès aux informations qui ne sont pas obligatoires. Après, d'après ce que j'ai compris, la notion d'obligatoire ou pas, c'est les développeurs des applications qui décident ça. Donc, si le développeur dit que tout est obligatoire, je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire. Mais en tout cas, on sait ce qui se passe, quoi. On aura un tableau de bord, c'est plus transparent, et on saura même quelle est la dernière information qu'est allée chercher l'application sur notre profil quand elle s'en est servie. Ce qui est bien avec Facebook, finalement, c'est qu'on est content que ce genre de truc arrive, alors que normalement, ça devrait être en place depuis le début. C'est le minimum de transparence sur qu'est-ce qu'on fait avec nos données personnelles. Voilà. Alors, dans le genre transparence, ils ont aussi dit qu'on allait pouvoir avoir un récapitulatif complet de toutes les informations qu'on a déjà mis sur Facebook, mais c'est pas trop un système à la Google avec leur front de libération des données où on peut télécharger une liste de données brutes, exporter son profil et le supprimer en même temps. Là, c'est plus en fait avoir une version hors ligne de son profil. Donc personnellement, j'ai pas trop compris l'intérêt. On télécharge un dossier zip, on l'ouvre, ça donne des pages HTML qui s'ouvrent dans le navigateur comme d'habitude et on voit son profil comme d'habitude, sauf que c'est hors ligne. Voilà, les mecs qui sont tellement addicts à Facebook, quand ils sont genre dans un train sans Wi-Fi, etc., ils peuvent avoir l'impression sur leur ordinateur d'aller sur Facebook sans y être vraiment. Voilà, sauf qu'ils ne peuvent pas aller sur les profils des autres, on peut que regarder ses propres photos. Donc Zuckerberg, bien entendu, sait très bien en faire la pub et lui, il a compris l'intérêt. Il dit, alors c'est un produit vraiment cool, le dossier zip. Hein. Oui. Il télécharge vos informations et quand vous les parcourez, c'est assez hypnotique. C'est peut-être plus hypnotique que quand c'est en ligne, quand c'est hors ligne, parce que c'est la magie de l'Internet sans Internet. Et tu peux sauvegarder ta vie à un moment donné. Et après, vous pouvez même envisager de télécharger plusieurs copies de votre profil pour voir comment il a évolué au fil du temps. Wow. Donc comme ça, je peux revoir mon profil en 2008, mon profil en 2009, mon profil en 2010, et tous les différents messages que les gens m'ont laissés pour mes différents anniversaires et voir s'ils m'ont répété la même chose par copier-coller. C'est merveilleux. Et dernière nouveauté, c'est un grand lifting des groupes. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Il y a surtout la création d'un nouveau type de groupe un peu simplifié où il suffit de remplir le nom du groupe, d'inviter quelques amis qui peuvent pas refuser, bien entendu. Ils découvrent en arrivant sur Facebook qu'ils appartiennent à un groupe auquel ils n'ont pas forcément envie d'appartenir. Et Zoophilie et Yvette Horner. C'est ça. On peut créer des documents collaboratifs, donc ça se résume à un texte qu'on peut mettre en gras et en italique, hein, on peut pas uploader des documents ni rien. Et puis surtout en fait ça sert à chatter à plusieurs. Donc si on veut faire des discussions instantanées à 3 ou à 4, ce qu'on pouvait pas faire avant, ça se fera maintenant via ces nouveaux groupes simplifiés. Alors pour une fois sur écran.fr, on avait titré d'ailleurs pour une fois c'est moins pire, sauf que le lendemain, eh bien on a sorti un article parce qu'un blogueur du Guardian a
s'est rendu compte que son répertoire téléphonique sur l'iPhone s'était retrouvé dans son compte Facebook en ligne, donc dans les bases de données de Facebook, il y avait tous les numéros de ses contacts. Alors ça n'était accessible évidemment que par lui, sauf que les gens aient un Facebook ou n'en aient pas, en fait tous ces numéros de téléphone se sont retrouvés sur la plateforme. Et quand on sait que la CGU, donc les conditions utilisateurs de Facebook, ont une tendance à changer tous les 3 mois, on ne sait jamais ce que va faire Facebook de ce genre de choses. Alors ils ont fini par mettre un gros message d'avertissement, mais ça suffit pas. Un message d'avertissement qui dit assurez-vous auprès de tous vos contacts qui sont d'accord pour que leurs informations soient transmises à Facebook. J'imagine bien que la personne qui synchronise son iPhone avec son Facebook va appeler tous ses contacts un par un pour leur demander leur accord. Tu es dans un serveur à Palo Alto. Voilà. Donc Facebook, pour une fois c'est moins pire, mais pas que quand même. Ouais. Voilà. Drôle de synchronisation entre l'annonce des nouveautés et puis la révélation qui suit juste derrière. C'est dingue, ils vont jamais y arriver, ils vont jamais réussir à être corrects avec leurs utilisateurs, c'est incroyable. On finit avec un trailer dans la grande tradition des trailers. Je vais essayer de dire le titre sans me tromper. Nude Nuns with Big Guns. Des bonnes sœurs à poil avec des gros flingues. Now she's going to show them that hell hath no fury, like a nude nun. Big gun. We have a vigilante in the calles, going around and killing all the bad guys. We are the bad guys. Nude nuns with big guns. You know, you're not exactly the forgiving type. This sister is one bad mother. Voilà, c'est un film de Joseph Guzman qui avait déjà étonné le monde en 2009 avec Run Bitch Run, cours salope cours. Tout un programme, c'est donc du cinéma d'exploitation de série B. Mais ça, à la limite que ça arrive dans les bandes annonces de Grindhouse, de Tarantino, on comprend, mais là... Mais que ça se fasse en vrai sur 90 minutes, si, figure-toi, il y a encore des gens qui font ça, c'est très référentiel et tout, c'est pas du tout une histoire, une sœur, c'est un rape and revenge, donc c'est une bonne sœur qui se fait agresser, violer, etc., qui va ensuite prendre sa revanche sur les bons conseils de Dieu, évidemment, qui lui dit d'aller dégommer au shotgun tous ces enfoirés de Mexicains qui l'ont violenté, voilà, donc ça va être très intéressant sans doute, et ça sortira jamais en France. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'écran.fr. À la semaine prochaine sur écran.fr évidemment. Salut. Et sur No Life. Ciao.